Bonjour et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Alors le Pifcast c'est toutes les 2 semaines avec Laurent. Ah déjà ? Oui, bonjour. J'étais pas habillé. Laurent qui a composé la musique que vous venez juste d'entendre quand même, hein, faut le signaler. Quel beau gosse. C'est vrai. Xavier. Bonsoir, bonjour, tout dépend. Xavier qui réalise cette émission. Donc, Ouais, s'il y a des problèmes de son. Beaucoup de bonheur, voilà. Et Cyril. Cyril Qui pourrit cette émission. C'est ça. Qui a eu l'idée de cette émission. Ah Faut le oui, dire. c'est vrai. Qui vous a réunis aussi tous aujourd'hui ce soir. Voilà, quoi. Sans toi, nous ne serions pas là. Donc comme toujours dans le Pifcast, on commencera par l'œil du pif, à parler de nos derniers films vus, marquants, en bien, en mal, etc. Ensuite, on passera au dossier. Cette semaine, nous parlerons d'amour. Mais avant ça, breaking news. Attention, vous me faites un jingle ? Pop, pop, pom. Nous avons les dates du prochain PIF, édition numéro 8. Et ce sera donc du 4 au 9 décembre 2018 au Max Linder Panorama. Je peux pas, j'ai piscine. Alors, donc, vous n'avez pas d'excuses, vous êtes au courant 9 mois avant. Et non, on a déjà, 10 mois. dis-moi, et on a déjà la prog. Voilà. Mais on ne vous le dira pas. Ça, on vous donnera un film par Mais mois. ça déchire, quoi. Allez, on commence par l'œil du PIF. Qui a envie de commencer, Cyril ? Allez, la dernière fois j'ai passé mon tour, j'ai laissé Xavier commencer. Et tu l'as regretté. Pas tant que ça, à la réécoute je me suis dit que c'était mieux de passer en troisième pour cette première œil du pif. Donc moi de quoi je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui n'est pas si vieux que ça, de 2010, qui s'appelle Reaper Man. Alors ce n'est pas un remake du Reaper Man de 1984 d'Alex Cox, c'est un scénario original. Un film de Mikhail Sapochnik, qui était donc un storyboarder, réalisateur de court-métrage, et c'est son premier long-métrage. D'ailleurs, c'est son dernier parce que depuis, Il est mort. il a rien fait. Non, il a fait des épisodes de Game of Thrones, de Banshee, de Fringe, mais il n'a pas fait de long-métrage, c'est dommage. Et c'est surtout un film qui est porté par ses acteurs, à la fois Jude Law, Forest Whitaker et la petite nouvelle Alice Braga, qui est magnifique dans le film. Alors, de quoi ça parle le film ? C'est en fait dans un futur très proche, un film de SF. Il est possible, en fait, quand vous avez des organes un peu abîmés et tout, d'en avoir des nouveaux mécaniques. Voilà, performants et tout, sauf que ils coûtent très très cher et souvent les gens s'endettent pour pouvoir les prendre. Et au bout d'un moment, quand ils n'ont plus les moyens de rembourser, en fait, il y a des usuriers qui viennent, donc les ripomènes, qui viennent pour récupérer les organes. Et voilà, si vous avez genre un fémur, ils viennent, ils arrivent, ils vous défoncent la jambe, ils récupèrent le fémur, ils se barrent avec. Et souvent, c'est même des organes des fois très très critiques, comme par exemple le foie, le cœur et tout. Donc voilà. Et donc on suit donc ce personnage de Jude Law, qui est un ripomène avec son collègue Forest Whitaker. Et je spoil pas trop, c'est dans le scénario. En fait, il va se retrouver du coup, Jude Law, à devoir lui-même recevoir en fait ses propres organes modifiés parce qu'il veut lui avoir un accident, et du coup, il va devenir pour des X raisons la cible à son tour des ripomènes. Et le film, il est vraiment vraiment sans ça, c'est un petit bijou qui passe inaperçu. Il est sorti en salle mais en catimini à l'époque, et pour moi c'était une sorte de sainte trilogie des films que j'ai reliés ensemble qui ne sont pas pourtant pas reliés ensemble. C'était parce que sorti dans un mouchoir de poche, à peu près la même photo, et j'ai eu le même plaisir en les voyant, des petites séries B vraiment efficaces. Il y avait donc Daybreaker des frères Spierig, et il y avait un peu plus connu le livre d'Eli des frères Hughes, et je trouve que ces trois films là se ressemblent pas mal de par la photo un peu grisâtre, de par les aspects novateurs qu'ils apportent. Et voilà, et donc c'est un film que j'apprécie beaucoup, qui est par moments très violent. Il y a des moments de bravoure un peu il y a une scène de couloir qu'on a beaucoup comparée à celle de Old Boy, mais moi je trouve qu'elle est différente, elle fonctionne différemment bien. Il y a un énorme effort fait sur la musique. Il y a des morceaux pop qui marchent très très bien dans le film. Par exemple, Burn My Shadow de Uncle qui arrive au bon moment, Sing It Back de Moloko aussi qui vraiment. Et c'est un film que je sais pas si vous l'avez vu autour de cette table, mais moi j'ai un film coup de cœur. Oui, je l'ai vu. C'est sympa. Je préfère Ultraviolet. Mais... Véronique avait l'air enjouée. Mais oui, je l'avais vu aussi quand il était sorti au cinéma, et en fait, j'étais un peu choquée. C'est-à-dire que c'était tellement too much que c'est peut-être un peu comme toi la dernière fois avec John Wick. C'est tellement too much qu'à un moment donné, t'es obligé d'aimer parce que ça va au-delà de ce à quoi tu peux t'attendre en fait, et ça ose en fait. Donc du coup, rien que pour ça, j'avais bien aimé, et j'adore la scène avec le morceau de Moloko parce que j'adore Moloko. Ouais, cette scène-là est vraiment. est le film est assez gore, et même la fin est assez surprenante. Xavier, tu n'as rien dit. Mais moi j'avais beaucoup aimé le film. C'est pas tant le côté bourrin ou gore, c'est le côté méchant. Un vrai film méchant, ça fait du bien. Et d'ailleurs, pour le petit détail, vous trompez pas de montage si vous le regardez. Donc il y a un montage intégral qui est plus violent et plus méchant du coup. Donc voilà, c'était mon film de la semaine, des 2 semaines. Xavier. Alors moi en fait, je vais tout simplement vous parler d'une série Netflix. Moi je suis très Netflix en ce moment. Le relou, il a des actions. Mais non, mais c'est important, je me bats pour que les gens regardent cette série. Donc il s'agit d'une série allemande dont vous avez entendu parler. Il s'agit de Dark. Dark qui est très souvent comparé à Stranger Things. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vais justement parler de Dark. Donc il s'agit d'une série allemande qui
En fait, on suit les habitants d'une petite ville suite à la disparition d'un enfant. Donc, comme d'habitude, voilà, tout le monde le cherche, tout le monde est potentiellement coupable. Sauf que ça va très rapidement partir en sucette avec de plus en plus d'éléments qui ont l'air d'être tirés des années 80. La série est très souvent, du coup, comparée à Stranger Things à cause de ses rapports à ces dites années 80. Je m'insurge complètement. Il y a un moment, il faut arrêter de déconner, quoi. Stranger Things, bon, c'est pas terrible, on est tous d'accord. C'est un délire de geek, c'est du fanservice creux, complètement creux. Alors que Dark, on a une vraie série que je trouve personnellement plus intelligente que la moyenne. Les deux créateurs de la série sont quand même des gens qui font particulièrement confiance à leurs spectateurs. Ils n'hésitent pas à mettre un paquet de personnages, à mettre différents nouveaux niveaux de compréhension. Il y a beaucoup de petits détails cachés de ci, de là, qui ne sont jamais expliqués. Mais si on est attentif, on sait qui a fait quoi à quel moment. Franchement, je conseille à tout le monde de regarder cette série. C'est vraiment top, quoi. Elle est sur mes agendas. Pas vu. Personne. Et j'ai pas vu non plus Stranger Things, donc je sais même pas si c'est mieux grave, ou pas. Non, mais alors, Stranger Things, déjà, tu oublies. Si tu veux perdre ton temps, tout le monde me vas-y. dit ça, en mais, fait. ça vaut pas le coup. Mais Dark, je te jure, ça fait. Vous connaissez, enfin, vous avez vu Broadchurch ? Oui. Personnellement, je trouve que on est plus dans un registre à la Broadchurch. Ah bah. Imagine Broadchurch, cette ambiance particulière, ce même type de personnage. Il y a effectivement une petite ambiance un peu à la Twin Peaks, mais très rapidement, c'est juste pas Twin Peaks. C'est jamais aussi délirant dans le côté, on va dire, surréaliste. Mais voilà, vous avez une putain de série de SF, quoi. Enfin, merde, regardez. J'ai deux questions, une anodine et une pas anodine. Alors, je vous laisse deviner après laquelle était laquelle. C'est en quelle langue ? C'est en allemand. Voilà. Est-ce qu'il y a un élément surnaturel ? Oui. Voilà. Lequel était anodin, lequel n'était pas anodin, je vous laisse deviner. Et non, mais est-ce que c'est vraiment une série de Netflix ou est-ce que c'est une série rachetée par Netflix Parce que des fois, ils revendiquent des choses qui viennent pas vraiment d'eux et on fait la différence au résultat. Je connais très bien le Netflix original Netflix, mais c'est pas une production Netflix. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est bien. Ils ont quel âge les protagonistes ? C'est les adultes qui cherchent les gamins, du coup c'est un peu... C'est de tout. T'as des lycéens, t'as des adultes, ils ont des relations très particulières. Super. Ce qui a pu déranger certaines personnes, c'est le côté, on va dire, européen, dans le sens où on n'est pas dans un manichéisme typiquement US. Tous les personnages, ils ont un côté lumineux et aussi un côté sombre. Ça peut être, ils peuvent être présentés de manière très sympathique. Je pense surtout à un personnage qui est présenté de manière très sympathique. On va se rendre compte que c'est vraiment une crevure. Et c'est rural ou c'est urbain en fait C'est une petite ville. C'est vraiment une petite ville dont le centre névralgique. Un peu comme Strasbourg par exemple. Ouais, si tu veux. Mais Strasbourg. Et en fait, le centre névralgique est une centrale nucléaire. Voilà, donc c'est toute une ville qui vit vraiment en fonction de cette centrale. Voilà, regardez. Véronique ? Alors moi j'ai vu un très 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 vieux film. L'arrivée du train à la gare de la Ciotat. Voilà, et ça, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait m'arriver dessus. Non, c'est la fiancée de la jungle qui date de 1958 d'Adrian West. Très très bien. Chez Artus. Et en fait, je l'ai regardé pensant je regardais un gentil nanar parce que j'avais 1h30 devant moi et que je faisais en fonction de la longueur du film. C'est pas très glorieux, mais tant pis. Et en fait, j'étais assez surprise. Alors, c'est quand même un nanar, on va pas se mentir. Les maquillages sont un peu approximatifs. Il y a un gorille qui est très mal fait, etc. Donc, juste pour rappeler l'histoire, en fait, c'est un jeune couple qui vient de se marier, qui s'apprête à partir en safari dans la jungle. Et juste avant de partir, il passe chez le monsieur qui est un chasseur émérite et chez lui il y a beaucoup de trophées de chasse et notamment un gorille vivant. Et quand madame voit le gorille, elle se trouve toute émoustillée. Donc c'est quand même particulier et en plus c'est vraiment dans la première demi-heure où il se passe ça chez lui et donc le gorille s'échappe, il essaie de l'attaquer, on va pas dire de la violer non plus parce qu'il se passe pas grand-chose, mais elle juste avant elle rêve du gorille et elle est complètement voilà. Pour l'époque elle est humide et elle fait des rêves humides et en fait voilà c'est ça pour l'époque ça m'a vraiment étonnée d'une part qu'on montre le désir d'une femme comme ça parce que j'ai l'impression que même aujourd'hui on ne le montre pas. Et d'autre part, en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce film-là, c'est que donc t'as elle qui est une femme avec tous les clichés de la femme, qui est toute jolie, avec des pulls angora, parce que quand même le scénario a été écrit par Ed Wood, voilà.
Et lui, qui est censé être hyper viril parce que c'est un chasseur, qu'à un moment donné, donc quand il part en safari, on lui demande d'aller tuer 2 tigres, c'est-à-dire pas 1 mais 2 tigres. Il y a 2 tigres, il faut tuer 2 tigres. Tranquille. Et sauf qu'en fait, il est incapable de répondre aux besoins de sa femme, sa jeune femme. Et c'est fatigant de tuer des tigres en même temps. Non, mais c'est ça, c'est hyper marrant. C'est-à-dire que je trouvais ça assez moderne dans le traitement et dans le sous-texte que ça portait. Et voilà. Vous l'avez vu ou pas ? Je l'ai vu il y a très longtemps, j'avoue n'en avoir aucun souvenir. Est-ce qu'il était passé à une nuit excentrique ? Je crois que je l'avais vu. Je suis en train de me demander. Il me semble que je l'ai vu là-bas et j'en ai aucun souvenir. Je crois que s'il y a des gens de Netherlands qui nous écoutent, il me semble qu'on a vu ça dans une nuit excentrique, peut-être la 5 ou la 6, un truc comme ça. Mais j'ai des images en tête de ce truc. Ouais, c'est Artus, donc c'est Artus Film qui a sorti ça en DVD, il me semble, c'est ça hein, je crois bien. Bah en fait, scénaristiquement, c'est justifié par le fait qu'elle a une vie antérieure dans laquelle elle était elle-même un gorille. Donc, ça m'est déjà arrivé, moi, je me suis rappelé d'avoir été un gorille. Non, je digresse. Surtout, est-ce que ça aurait été une inspiration pour la The Beast de Borowczyk ? Je pense qu'il n'y a aucun lien entre C'est quoi The Beast de Borowczyk ? Borowczyk, c'est un auteur assez talentueux, très auteur. C'est un peu La Belle et la Bête version Jess Franco, halluciné. Avec dans la première scène une belle pénétration de cheval. Voilà. C'est ce qui manque souvent au blockbuster Marvel, je trouve. Bah, c'est vrai, ça donne un peu de pep ça. Laurent, je vais revenir sur Terre. Pas de Netflix. Je vais revenir à Netflix. Ah non mais putain c'est impossible bordel quoi. Allez relou. Mais pas une série. Non, comme tout le monde, j'ai cédé aux sirènes du marketing. Et j'ai regardé The Cloverfield Paradox, donc le nouveau film Cloverfield. Ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement ce n'est pas une production originale Netflix, à la base ce n'est pas non plus un film Cloverfield. C'est-à-dire que c'est un projet qui est passé entre les mains de la team Abrams. C'est un Fast and Furious. Non mais limite. C'est un projet de SF qui est passé entre les mains des Abrams. Ils se sont dit tiens, si on enlève ça, on met ça, tiens, on bidouille et puis hop, ça peut devenir un film Cloverfield. Voilà. D'abord, juste, je reviens vite fait sur le marketing du truc. Le film était d'abord annoncé en salle, sans date vraiment précise, on l'attendait patiemment. Et là, au dernier Super Bowl, publicité pendant la mi-temps, pub Netflix, Cloverfield Paradox, sur Netflix tout de suite après le match. Voilà, comme ça, sans crier gare. Donc forcément, tous les abonnés Netflix sont restés, après le match, se sont mis sur le film pour le regarder. Et pour regarder quoi ? Pour regarder un film de SF à base de paradoxes, de trous noirs, qui a quelques idées rigolotes. Mais alors l'intégration dans l'univers Cloverfield, c'est forcé, mais de chez forcé. C'est-à-dire qu'ils sont obligés ça se passe dans une station spatiale dans laquelle des scientifiques essayent de démarrer un accélérateur de particules pour fournir de l'énergie à la Terre qui est en train de se mourir, ça ne se dit pas. Et donc voilà, donc là, on pense que toute l'action va se passer là. Et en fait, pour montrer qu'il y a un rapport avec Cloverfield et avec le monstre du premier, tout d'un coup, il se passe des scènes qui n'ont à peu près aucun intérêt sur Terre. Voilà, c'est vraiment très bâtard comme façon de faire. Donc Netflix crée une espèce d'événement autour d'un film finalement bricolé. Et je trouve qu'on commence un peu à voir parfois les limites du système Netflix en matière de marketing. On a vu Bright déjà, sur lequel il y a eu beaucoup de bruit et qui s'est fait laminer comme film en matière de critique. Ils en ont rien à foutre, ils en ont déjà annoncé un deuxième parce que c'est un record de visionnage sur leur plateforme. Les gens payent déjà, donc il faut que les gens restent. Mais par contre, ils peuvent comptabiliser le nombre de visionnages. Oui, il faut juste donner envie aux gens de rester sur Netflix, donc il faut constamment les abreuver de nouveaux films. Mais si les gens ils trouvent les films pourris, ils l'ont peut-être vu tous parce que c'était gratuit, parce qu'ils sont abonnés. Mais s'ils trouvent ça pourri, ils vont dire c'est bon, franchement, si la concurrence commence à arriver et qu'il n'y a que des nanars sur. Enfin, je sais pas que c'est des nanars, c'est pas un nanar, j'exagère, mais s'il y a des mauvais films sur Netflix, au bout d'un moment, ils vont les voir ailleurs. Hein. Écoute, on verra, l'avenir nous le dira. C'est vrai que c'est un coup assez brillant de la part de Netflix. Le truc, c'est que ça squeeze complètement le chemin traditionnel d'une œuvre qui apparaît. Les journalistes en entendent parler d'abord, ils en parlent, ils font monter la sauce. À raison, apparemment. Oui, à raison. Alors, en fait, là est la question, est-ce qu'ils se sont dit, le film n'est pas bon, il n'est vraiment pas à la hauteur des 2 premiers films Cloverfield, mais alors vraiment pas. Est-ce que donc, du coup, c'était un moyen de faire vivre le film sans le montrer avant pour que finalement les critiques ne précèdent pas le film?
film, j'en sais rien. Ce que j'ai lu sur des sites genre Variety et tout, c'est qu'apparemment Paramount ça les a arrangés, ils ont vendu je crois 50 millions, ça les a arrangés un peu de se débarrasser d'un film qui n'aurait pas forcément fait beaucoup en salle, qui aurait peut-être pris 2-3. Là en fait les gens. C'est pas ce qu'ils ont fait avec Annihilation aussi de Garland. Je sais pas. Parce que je crois que du coup en fait. Apparemment c'est un bon film là, il y a eu les retours qui sont aujourd'hui. Les retours sont très bons, mais apparemment les premières projections test faisaient état d'un film incompréhensible pour le public qui était aux projections test. Et du coup après ces projections test, le film aurait été vendu à Netflix en dehors des États-Unis. D'accord. En fait, donc il va sortir en salle aux États-Unis, mais en dehors des États-Unis, apparemment, il sera sur Netflix. Et ce qui est rigolo, donc, quand tu expliquais Paradox, le fait qu'ils aient un peu fait ça au forceps, ça fait penser un peu au film de Godfrey ou de Ninja, en fait, le film de Ninja de Godfrey où il y a 2 films en un. C'est quasiment t'as le film hongkongais de Kung Fu qui est plutôt bien foutu, et ils rajoutent des scènes avec des Américains, et en fait, avec leur téléphone, ils s'appellent. Ça manque de téléphone Garfield. Non, il n'y a pas de téléphone Garfield. C'est vrai que mais on n'est pas loin de dire. J'aurais même dit Power Ranger, finalement. Oui, on garde les bonnes séquences. Tu voulais dire quoi? Non, mais je disais que ça montre aussi, comme tu dis, peut-être le début du déclin, j'espère, de Netflix, avec un public qui n'a pas de goût cinématographique, qui accepte tout ce que lui propose Netflix. Et là, il va y avoir une scission entre des gens finalement qui consomment juste Netflix parce que ça coûte 10 balles et des gens qui finalement en attendent un peu plus, quoi. Donc si un autre acteur arrive avec du contenu de qualité, il y a peut-être. J'ai une théorie, mais ça s'appelle la théorie de Joule, et du coup les gens vont pas forcément comprendre pourquoi ça sort, et c'est pas la valeur d'énergie. Voilà, c'est qu'en fait, je me suis toujours dit, les gens bouffent de la merde, genre en musique et tout, parce que c'est les maisons de disques qui sont assez douées pour le marketing, pour te faire vendre de la merde. Mais les jours où j'ai vu que Joule avait cartonné, ou Jules, je sais pas comment on dit, a cartonné tout seul sans l'aide de personne et qu'il a fait des millions, je me suis dit, mais non, en fait, les gens aiment la merde naturellement. Et je dis pas les gens au sens, je suis le meilleur et tout, et j'ai le meilleur goût qu'eux. Certaines personnes. Il écoute de la merde. Voilà, mais j'écoute de l'or, des trucs vraiment innommables. Mais c'est pour dire que je me suis rendu compte que c'est pas le marketing des fois des fois c'est juste que même je suis sûr que plein de gens, les Tuches 3 ils cartonnent en ce moment, plein de gens disent c'est de la merde, mais en fait plein de gens ont envie de le voir ou le regardent en loose day parce qu'ils aiment bien en fait ça, mais ça fait pas bien de dire qu'ils ont aimé. Donc peut-être pour ça c'est Netflix, ça se trouve les gens disent tous c'est de la merde Bright et tout, mais après, en fait au final ils ont bien kiffé de regarder. Après Netflix a aussi des productions de qualité derrière elle, donc c'est pas comme s'ils nous abreuvaient de merde depuis le début, mais en revanche depuis quelque temps je trouve que l'importance marketing qu'ils donnent à certaines de leurs productions est inversement proportionnelle à leur réussite artistique, ce qui n'était pas le cas au début je trouve. Oui, mais je pense parce qu'ils ont basé toute leur stratégie sur un prix et un usage, mais pas finalement sur un contenu. Non, mais non, c'est du volume. Et juste pour information, Total, on est transparent, on n'est pas du tout payé par Netflix, c'est juste que Laurent et Xavier n'ont pas d'imagination et du coup ils nous servent de Netflix chaque semaine. J'espère que pour le prochain Pifcast, il n'y aura pas ça quand même, les gars. Non, ce sera pas ça, ce sera pas un Netflix. Voilà. D'accord. Bon, allez, on passe au dossier. Aujourd'hui, tel Jean-Pierre Pernaut, nous surfons allègrement sur un marronnier, ou un tété, comme disent les jeunes, n'est-ce pas Cyril ? Aujourd'hui, on parle d'amour, n'est-ce pas ? Puisque nous sommes le 14 février, enfin, jour de mise en ligne de ce podcast. Et nous avons chacun choisi un film qui nous fait chavirer, qui nous fait vibrer, qui parle d'amour. Un film de genre, évidemment, puisqu'on est quand même le Pifcast. Et puis comme dans ces occasions-là, on dit honneur aux femmes, je commence, donc je me donne la parole. Tu vas parler de Serbian Film, non ? Non, pour parler de The Fountain. C'est comme ça qu'on prononce The Fountain. Donc The Fountain. Voilà, ça c'est fait. Je préférais la placer dès le début. On en parle. Il se peut que je la reprenne tout à l'heure. Donc film de Darren Aronofsky de 2006. Donc le pitch en 2 mots, c'est Hugh Jackman. Ah non, c'est pas lui. Enfin, si c'est lui, c'est le comédien Hugh Jackman qui joue donc le rôle d'un médecin qui fait tout pour sauver sa femme atteinte d'un cancer, donc qui cherche un remède. Mais dans ce film, il y a 3 temporalités différentes. Il y a aussi une autre histoire qui se passe dans le passé où là, Hugh Jackman joue un conquistador qui cherche la fontaine de jouvence pour sa reine, qui est aussi jouée par Rachel Weisz. Et il y a une autre storyline dans le futur où Hugh Jackman, enfin le futur on ne sait pas trop, mais est dans une espèce de bulle cosmique et est en route vers la nébuleuse Xibalba, qui est une étoile qui meurt. Tu l'avais noté celui-là pour Oui, parce que qui meurt et qui crée des étoiles. Alors, je sais pas, donc tout le monde l'a vu, je pense, parce que tout le monde l'a vu dès sa sortie. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le film est magnifique, déjà visuellement ? Tout à fait. Il y a vraiment 3 ambiances entre ces 3 storylines. 3 salles, 3 ambiances. Voilà, 3 salles, 3 ambiances, comme au Macumba. Donc du coup, il y a vraiment une couleur pour chacune des parties. Le duo d'acteurs est juste sublime. Enfin, Rachel Weisz, elle est impériale. Et on oublie souvent que Hugh Jackman est un bon acteur, mais pourtant c'en est un. On lui a un peu reproché d'être poussif dans ce rôle-là, mais en même temps, il est vraiment en lutte. Je trouve, qui est le connard qui a dit ça, quoi. Et sinon, la musique... la musique.
Enfin, à chaque fois que je l'écoute sans voir le film. C'est pour moi une des plus belles PO du monde. Voilà, c'est ça. Ah ouais. T'as pris le vinyle? Je t'avais dit qu'il y en avait un. Je sais, mais non, j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais non, mais je l'écoute tout le temps. Elle est super. Franchement, moi, c'est chialade à tous les coups. Quoi. Et cette musique a servi à pas mal d'émissions de télé pour couvrir. Bon ah ouais, c'est un peu comme la musique de Sunshine où il la fout tout le temps. C'est un scandale. On voit toujours plus tard et tout. C'est genre dès qu'ils veulent illustrer un truc un peu genre voilà, ils te la foutent. Là où Darren Aronofsky est plutôt bon, on va dire ça, c'est qu'en fait le mélange des 3 histoires est plutôt fluide, c'est jamais un problème. Enfin, en tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est hyper bien géré. Il y a même un côté ludique en fait au fait de changer d'époque. Donc là, tu te dis le réalisateur est intelligent parce qu'il pense à son public et à ne pas l'ennuyer. D'ailleurs, le film ne dure qu'1h30. C'est pas comme Mother. C'était son 3e film, non? Je me souviens plus. Il y a eu Pire, qui a fait Audrey. QM et ça. Ouais. Et ça, d'accord. Ouais. Voilà. Et pour revenir à notre sujet, donc l'amour, je trouve que The Fountain est intéressant dans son traitement des relations amoureuses, parce qu'en fait, il parle du lien métaphysique, voire mystique entre 2 personnes. Et en fait, tout le génie, on va dire, d'Aronofsky, c'est d'utiliser en fait la matière cinéma pour donner corps à quelque chose qui est immatériel. Et en fait, quand je dis utiliser la matière cinéma, c'est-à-dire qu'il va prendre 3 époques différentes pour décrire 3 aspects. Donc il y a le passé qui va décrire le romanesque, le présent sur l'intime et le futur sur le mystique. Et du coup, en fait, en choisissant ces 3 choses complètement différentes, il arrive à reconstituer quelque chose qui est complètement immatériel. Je m'étais jamais fait la remarque en fait, mais tu as raison. Et surtout, ce qui est admirable, c'est la façon dont les 3 histoires sont liées, puisque en fait, l'histoire des conquistadors est une histoire écrite par le personnage de Rachel Weisz dans le présent. Où elle s'imagine elle et son mari dans les rôles principaux, et qui est une parabole de la lutte que lui il fait pour essayer de lui trouver un remède, et par en fait ce livre, elle essaye de lui dire qu'il faut qu'il apprenne à lâcher prise, et alors que dans le futur c'est vraiment lui, parce qu'il a trouvé en effet le remède pour la vie éternelle, mais ça lui suffit pas en fait, parce qu'il veut toujours être en quête pour la sauver. Et à la fin, il doit apprendre finalement que la sauver, c'est la laisser partir. Oui, et d'ailleurs, l'autre il spoil sans vergogne. Et non, et surtout, ça nous donne la clé de l'immortalité, c'est-à-dire être aimé et aimer. Ça te fait accéder à l'immortalité. Et le film a une histoire très 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 rocambolesque, puisque il devait d'abord être réalisé avec Brad Pitt et Cate Blanchett dans les rôles principaux, avec un plutôt gros budget de 70 millions, 80 millions, un truc comme ça. Et à quelques semaines du début du tournage, Brad Pitt a dit « Je m'en vais. Je vais faire un autre film ». Je crois que c'était Inglourious Bastard de Tarantino. Ça correspond en timing. Quelque chose comme ça. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'était ça. Je pense que tu racontes de la merde, mais voilà. je n'en suis pas sûr. Bref, en tout cas, fact-checking. Brad Pitt est parti. Darren Aronofsky en a été fort courroucé. Il a même publié une lettre où il insultait quasiment Brad Pitt. Il a jeté son gant à la figure, je crois. Où il lui rappelait notamment qu'il avait mis une centaine de personnes au chômage qui avaient été engagées pour le film et qui du coup n'ont pas pu faire le film. Oui, parce qu'ils avaient commencé à construire des décors en Australie, etc. Des trucs énormes. Et finalement, il a réussi à faire le film quelques années plus tard, à condition qu'il baisse son budget de moitié. Ce qu'il a fait, parce que je crois qu'il a fait le film du coup pour... Non, en fait, je crois que l'original devait être fait pour 30 millions, il l'a fait pour 15, celui-là. Ouais, c'est ça. Et justement, sur toute cette partie-là, c'est que finalement, Aronofsky a toujours dit que c'était une bonne chose. Il a pu... en fait, la première version du scénario est trouvable, puisque du coup il en a fait un comics derrière. Très beau. Donc là c'est vraiment la première version où il y avait des scènes plus amples, les scènes de bataille avec les Mayas et tout. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a essayé de partir sur d'autres projets, et bon, il n'a jamais réussi à vraiment se détacher de ce projet, le fait de revenir dessus avec moins de budget a permis de recentrer l'histoire, de dégraisser, on va dire, et finalement arriver à avoir un message peut-être plus percutant. Ce qui aurait bien été à Mother, par exemple. Là où Mother, il a une totale liberté. Et honnêtement, moi, je trouve que Aronofsky, il est jamais meilleur que quand il est dans la contrainte. Et que dès qu'il a les pleins pouvoirs, en revanche, ça donne Noé. Pas un film intéressant, mais qui est quand même bourré de défauts. Et Mother, qui n'est pas un film intéressant, mais qui est d'une boursouflure assez incroyable. C'est les mots, boursouflure, c'est vraiment intéressant. Courroucé, boursouflure. T'essaies de nous faire... Et voilà. Mais le film est magnifique. J'ai aucun souvenir du film, j'avais vachement aimé, je m'en souviens. Mais là, quand tu as expliqué l'histoire
l'histoire avec les 3 périodes. J'ai fait mais c'est vrai qu'il y avait ça dans le film. Je venais juste d'un arbre et que j'avais bien kiffé, que j'avais rien compris mais c'était cool et que la musique était vachement bien. Voilà, je passe vraiment pour la beauté de service, mais c'était vraiment juste pour le petit détail. Justement pour le côté visuel que t'aimes beaucoup, justement il y a aussi une contrainte de budget, mais comme il voulait que le film puisse encore être regardable 5 ans plus tard, il a essayé d'imiter au maximum tout ce qui était CGI, et en fait c'est beaucoup d'effets visuels avec des liquides entre autres. Mais d'ailleurs c'est tourné en numérique à une époque, c'était pas forcément totalement la norme. Oui, je me souviens d'un truc, c'était pas encore, on était loin de Vidoc, hein, mais je crois que c'était encore une période où le numérique se cherchait un peu, et il y a un peu cet aspect, je dis Vidoc parce que je pense beaucoup à ça quand je pense au film, il y a une même photo on va dire, c'est un peu les débuts comme pour Michael Mann. Tu compares The Fountain à Vidoc. Ouais, tu l'as pas vu, mais mieux, c'est comme les premiers, c'est comme sur un public, on n'a pas un bouton comme voilà, c'est comme collatéral. Non mais c'est comme collatéral, où tu vois il y a ce côté un peu les débuts du numérique. Maintenant quand tu as un film numérique, franchement des fois tu fais même plus gaffe à la différence avec un film 35. Il y a très peu d'effets numériques dans The Fountain. Non, je parlais de la tessiture, pour reprendre un terme un peu genre je me la pète à la Laurent quoi, de l'image. En fait je trouve qu'il y avait cet aspect un peu numérique des débuts, comme la caméra Viper qui avait utilisé sur le collatéral. Il y a ce côté un petit peu voilà. Bon après j'ai revu le film il y a pas longtemps, c'est vraiment pas flagrant. C'est ce que j'ai en tête, mec. Moi je suis pas d'humeur à ce qu'on prenne la tête. Je trouve que ça se voit juste sur le passage des Mayas en fait. Oui, parce que c'est vrai que l'univers qui est censé être la plus daté visuellement ressort d'une façon différente. Ouais. Mais ces scènes dans la jungle, elles sont ouf quand même. Enfin, avec les Mayas. Oui. Bon, allez, je fais pas de blague sur Maya l'abeille, je vous en prie. À toi, Xavier. Ça attend à ce que je la fasse, mais non, par principe. Alors moi, oui, attention, il y a des notes. Déplie ses notes. L'amour par Xavier Collomb. Il a mis ses 2001. Oh, oui. Il va dire ça. L'amour, Xavier, vas-y, parle-moi de l'amour. Vas-y. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un film asiatique. Suave. Donc à la base, je vais donc vous parler d'un genre très particulier qu'on appelle le Wenyipian. Oh là là, ça y est, putain. Netflix, ils font pas du Wenyipian, je te ferai remarquer, monsieur le colon. Non, hein. mais en fait, le Wenyipian, vous connaissez tous, je vous rassure. Donc j'ai été quand même piocher sur internet une définition du Wenyipian parce que j'avais la flemme. Ah, je l'ai dit ouvertement. Non mais je le conçois, j'aurais jamais fait ça moi. Je suis déçu. Donc du coup, toute intrigue de Wenyipian est fondée sur les déchirements intérieurs de personnages en proie à des passions auxquelles ils ne peuvent ni ne veulent céder. Une gastro quoi. Voilà, les héros et héroïnes ne sont pas des rebelles, ils ne récusent pas, ils ne dénoncent pas l'ordre social, ils en souffrent mais le respectent comme un devoir mutuel. Et cette souffrance acceptée leur donne noblesse et grandeur d'âme. Tu sais que les films zoophiles, c'est aussi sur des déchirements intérieurs. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est si long pour juste dire, en fait, ils se kiffent, quoi. En fait, ils osent pas se le dire, quoi. On se dit, oh madame. Bon, on va y arriver, ça va être dur, je sens. Pourri sa chronique. Désolé, Xavier, je m'excuse. Donc, du coup, je vais vous parler du film Rouge de Stanley Kwan qui est sorti en 1987 avec Annie Taimui et Leslie Cheung. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'une prostituée. Qui travaille dans un bordel qui s'appelle Fleur, enfin en tout cas on suppose que c'est son surnom puisque Fleur c'est déjà un surnom de prostituée en Chine, et qui va rencontrer le 12e maître joué par Leslie Cheung. Évidemment ils vont tomber amoureux et là donc je précise on était début du XXe siècle et là donc on va se retrouver dans les années 80 et donc Fleur qui n'a pas vieilli, va rencontrer un journaliste pour l'aider à retrouver son amour, qui est donc le 12e maître. Et au début, elle veut juste poster une annonce pour essayer de donner une indication pour pouvoir le retrouver. Et rapidement, le journaliste va se rendre compte qu'il s'agit d'un fantôme. Et en fait, elle recherche son amour qu'elle pense être réincarné pour pouvoir être à nouveau avec. Voilà, donc film très délicat de Stanley Kwan, que vous connaissez sûrement pour avoir... Vous avez tous vu Center Stage ? Oui. D'accord. Avec Annie Taimui également. Non, mais c'est une erreur. Non, mais il a raison dans son erreur, c'est qu'à la base, c'est Annie Taimui qui aurait dû jouer dedans. Mais il a pas dit ça pour ça. Et finalement, c'est Maggie Cheung. Oui, c'est vrai. Donc en fait, Stanley Kwan, il est surtout connu donc, pour Center Stage, Red Rose, White Rose et Histoire d'homme à Pékin, qui est l'une des plus belles romances gays chinoises tournées. Voilà. Donc Rouge est adapté d'un roman de Lilian Lee. Lilian Lee, que vous connaissez indirectement, parce que c'est celle qui a écrit le roman Adieu ma concubine, aussi avec Leslie Cheung, son meilleur rôle. Leslie Cheung que vous connaissez. Leslie Cheung, vous connaissez tous Leslie Cheung. Si vous avez vu sur le fantôme chinois. C'était une grosse rosta. Better Tomorrow. Voilà, 1 et 2. Et d'ailleurs, c'est Annie Taimui, elle a joué dans le 3. Dans le 3, oui.
Et Leslie Chung qui s'est suicidé. Voilà. Et Anita, c'était un grand choc à l'époque. En fait, Hong Kong, tout à fait. Voilà, pour vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi ce film, c'est qu'à la fois il a un côté Madeleine de Proust, parce qu'en fait c'est le premier film, on va dire, d'auteur chinois que j'ai vu gamin et qui m'a vraiment marqué. T'avais 4 ans. Non, je devais avoir 12 ans. Et en fait, quand même. Non, mais je vais vous expliquer comment je suis tombé dessus. C'est qu'en fait, je venais juste de découvrir Histoire de fantômes chinois. Donc j'étais fou devant ce film. Tu l'as vu sur Canal, c'est ça? Bah oui. Eh ben, moi aussi. Poyer Polomi. Voilà. Et dans la médiathèque dans laquelle j'allais très régulièrement, voilà, de Dijon, il y avait beaucoup de films en VHS que je ne connaissais pas. Et donc ce film qui était sous-titré Rouge, le fantôme de Hong Kong. Et moi, comme un couillon, je prends le film en me disant c'est cool, je vais voir un film de fantôme chinois. Castagnier, quoi. C'est comme quand j'ai demandé à mon père de me ramener le chaînon manquant parce que je voulais voir Bigfoot et les Anderson. Et il m'a ramené le Picha. Qui est un dessin animé porno. Voilà. Et donc du coup j'ai vu le film et ça a été un choc parce qu'au départ je me suis dit merde, c'est pas ce que je voulais voir, je pense que ça va être chiant, et en fait j'ai jamais décroché du film. Le film est absolument incroyable, c'est vraiment très beau, c'est très fin. Stanley Kwan joue beaucoup sur la nostalgie. C'est un film profondément nostalgique. C'est un film qui a été tourné donc avant la rétrocession. On sent une sorte de détresse de quitter ce passé qui est perdu à jamais. On sent qu'il y a une peur d'un futur incertain. Les scènes de déambulation dans Hong Kong moderne, il y a une devant les bâtiments il y a une scène affreux. Magnifique avec Anita Mui qui du coup retourne dans le quartier où il y avait son bordel, et elle va retrouver donc les bâtiments changés, où pour certains, elle va les retrouver, faire tiens, ça c'est toujours là, puis d'un coup c'est non, mais ça a disparu, et petit à petit elle va commencer à fondre en larmes en se rendant compte que le passé est derrière elle, que sa vie de toute façon est finie, c'est un fantôme, et ça va se finir avec ce moment absolument génial où elle va retomber sur l'endroit où il y a son bordel, le bordel dans lequel elle travaillait, et va se rendre compte que c'est devenu une garderie d'enfants, et là elle est morte de rire. La scène elle est vraiment touchante. Et puis la scène de fin qui est sur un plateau de cinéma qui a une grosse signification sur puisque c'est un tournage en plus de films de fantômes à l'histoire de fantômes chinois. Voilà. Et pour la petite anecdote particulière, c'est que donc en fait ce film a été produit par la Golden Way, qui est en fait une filiale de la Golden Harvest et qui était dirigée par Jackie Chan. Donc en fait, ce film, c'est la seule fois où Jackie Chan et Leslie Chung auront travaillé ensemble. Alors, pourtant, c'était juste des méga stars de malades. Il a eu beaucoup de prix, ce film. C'est vraiment le film qui a concrétisé l'importance dans le cinéma chinois de Anita Mui et Leslie Chung. Ouais, avant qu'Ang Lee, c'était bien avant du coup. Oui. Et ce qui maintenant touche beaucoup les Chinois en revoyant ce film, c'est que ces deux très grandes stars sont maintenant mortes, puisque Leslie Chung s'est suicidée et Anita Mui, elle est morte d'un cancer. Et Leslie Chung, je dis quand même, était homosexuelle, c'est ça. Tout à fait. Ça n'a pas son importance pour ce qu'on dit, mais c'était à l'époque, c'était pas courant à Hong Kong. Ouvertement, des gens. Non. Et du coup, en fait, pour rebondir là-dessus, Stanley Kwan fait partie de ces très très rares réalisateurs à être ouvertement gay. C'est complètement annoncé. Donc en Chine, c'est couillu, c'est extrêmement couillu. Et en plus, en Chine de l'époque encore. Voilà, et en plus, il ose faire des films sur l'homosexualité. Et je vous garantis, Histoire d'homme, c'est une tuerie absolue, quoi. La Nu, pour ceux qui connaîtraient que le titre original, je vous conseille vraiment de le voir. Le film est pas magnifique. La Nu, le dessin animé. Non, pas trop. Et c'est Leslie Chung qui a joué dans aussi un autre grand film gay hongkongais, Happy Together. Tout à fait. De Wong Kar-wai. Et toi, Cyril, tu l'as vu, Rouge ? J'ai vu Rouge. Du coup, j'ai vu tous les films que les autres ont vus ici. J'ai pas. T'es pas content ? T'as vu Rouge ? Oh, pas mal. Humour. Non, j'avoue, j'ai un peu piqué du nez. Je suis désolé, Xavier. Mais t'es pas sensible. Mais j'aurais voulu être comme toi. J'aurais voulu être transporté. J'étais là, c'est le film qui a fait vibrer le petit cœur de Xavier. Xavier, c'est cette apparence un peu bourrue. On sait que c'est un homme sensible. Et non, finalement, j'ai pas. Je crève l'abcès. Je me suis un peu fait chier, quoi. Disons-le comme il faut. Je prends pas je le dis clairement. On parle quand même d'un film fantastique sans effets spéciaux. Ah non, c'est pas pour ça que je me suis fait chier. Non, mais je préfère préparer les gens. C'est tout en D'ailleurs, subtilité. le seul effet plus ou moins spécial, et on le voit sur la scène de tournage à la fin, avec un fantôme accroché à des câbles qui traverse.
En plus, ce plan est magnifique, c'est-à-dire que je crois on voit le personnage de Leslie Cheung vieux, qui apparaît à la Fantomette, et en fond derrière, on voit une comédienne sur des câbles qui passe derrière lui, et le plan est incroyable. C'est un joli film. Mais tu dormais déjà, tu n'as pas vu ce plan. Moi, je vous dis, croyez-moi, c'est un grand film, c'est un film d'amour, c'est un film politique, c'est un film sur la nostalgie. Voilà. Bon, moi, c'est un film un peu plus réveillé que je vous propose aujourd'hui. C'est Possession de Andrzej Zulawski. C'est donc un film de 1981. Alors, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui, parce que c'est un film qui a révélé Isabelle Adjani. Il faut savoir que c'est un film qui l'a complètement traumatisé, j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, elle a tellement marqué les esprits dans ce film. Alors, j'expliquerai après l'histoire du film juste après, à tel point qu'elle a marqué les esprits qu'elle a eu donc le César de la meilleure actrice donc à l'époque, et le prix d'interprétation féminine à Cannes. Pour ce rôle-là. Donc, qu'est-ce que c'est Possession ? En fait, ça se passe en Allemagne, avant la chute du mur, donc côté, je crois, Allemagne de l'Est. Allemagne de l'Est, voilà. Et on suit en fait un trio amoureux, on va dire ça comme ça. Donc, c'est Sam Neill, qui est en couple avec donc Isabelle Adjani. Et en fait, Adjani a un amant, et du coup, Sam Neill, ça le rend fou. Mais il y a le film est assez barré d'un point de vue de ce que ça raconte. On ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et en fait, Isabelle Adjani a encore un troisième amoureux, on va dire, qui est une sorte de monstre, un sorte de on peut dire ça, c'est un monstre quoi, et elle va avoir une relation bestiale avec ce monstre, et ce monstre peu à peu va prendre une apparence de plus en plus humaine. Il faut savoir que ce monstre est assez bizarre, c'est un film qui a eu plein de problèmes de tournage. C'est Carlos Rambaldi donc, qui a créé E.T., qui a fait les concepts de Alien, c'est Giger qui a fait Alien, mais qui a conçu donc, la créature et tout. Et donc il était là-bas, c'est un Italien, donc il est surtout du cinéma d'horreur italien. Il a eu sa consécration avec justement E.T. quoi, et donc c'est lui qui a fait ce monstre. Et j'avais vu dans des interviews qu'avait donné Zulawski qu'en fait ils n'ont pas eu les moyens qu'il fallait. Donc des fois le monstre est très bien fait, des fois c'est vraiment super cheapos. Mais il y a quand même une patte. Ce monstre est assez dingue. Faut savoir que la texture du monstre est assez folle dans ce film. C'est gluant. Il a une patte, il a des pattes. Il a plusieurs pattes. Il a plusieurs pattes. Tentacules. Il y a une super musique d'ailleurs qui est sortie chez un label qui s'appelle Finders Keepers. Donc on la doit à Andrzej, c'est du tchèque, Andrzej Korzinski. Donc il a fait d'autres musiques pour Zulawski comme sur le Globe d'Argent. C'est un film d'ailleurs qu'on pourrait parler un jour qui est absolument dingo. Mes nuits sont plus belles que vos jours, Samanka et Cosmos, tout dernier film de Zulawski qui est pas bon. La photo, c'est Bruno, c'est un français, Bruno Newton, qui a plus tard réalisé Camille Claudel, et la photo du film est assez dingo. Il y a pas mal de plans de caméra. En plus il y a cette ambiance donc, entre la musique, le Berlin donc avant la chute, ces mouvements de caméra, il y a des plans séquences qui sont assez fous, qui tournent autour des personnages qui se baladent, enfin, c'est vraiment assez hallucinant. Et c'est un film qui, moi, je l'avais découvert sur le tard, j'en ai beaucoup parlé du travail de Zulawski, et c'est en allant au festival de Gérardmer, une année, ils avaient fait une thématique sur les monstres, ils ont passé le film en 35 mm, et je me suis pris une putain de claque. Avoir ça en salle, c'est assez dingue. Je l'ai vu en VF, sachant que donc Adjani donc fait sa propre voix, Sam Neill est doublé, donc voilà, et les parts des acteurs sont doublés, mais en VF ça passe à peu près quoi, pour ceux qui ont l'occasion de le voir comme ça. Je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais comme vous acquiescez en regardant, je me dis je peux continuer à parler. Nous buvons tes paroles. Voilà. Et avant de vous laisser la parole, je vais juste te dire, voilà, c'est une phrase qu'a dit donc Adjani en parlant du film. J'ai pris la citation. Je dois à la mystique d'Andrzej Zulawski de m'avoir révélé des choses que je ne voudrais jamais avoir découvertes. Possession, c'était un film infaisable, et ce que j'ai fait dans ce film était tout aussi infaisable. Pourquoi je l'ai fait, et ce qui s'est passé sur ce film m'a coûté tellement cher. Malgré tous les prix, tous les honneurs qui me sont revenus, jamais plus un traumatisme comme celui-là, même pas en cauchemar. Autant dire qu'elle a vraiment été traumatisée, la petite Isabelle, quoi. Faut dire qu'elle donne beaucoup d'elle-même dans le film. C'est vraiment un des rôles les plus investis que j'ai jamais vu dans un écran. Oula, sur un écran. Sa performance est juste incroyable, même s'il y a des fois où elle est vraiment à la limite dans les scènes plus intimes de mal jouer. Comme quand elle est en roue libre, ça peut lui arriver. En revanche, quand elle est à Donf, c'est juste incroyable. Le plan séquence du métro. Voilà. C'est la fameuse séquence. J'en ai pas parlé pour il y a une séquence voilà, de plan séquence où on la voit péter un câble et c'est ouf. Incroyable. Véronique, Oui, en fait, je voulais te demander pourquoi tu avais choisi ce film pour la thématique amour. C'est l'amour, mais l'amour vache, on va dire. C'est l'amour contrarié. C'est que l'amour, c'est pas forcément toujours cool. C'est aussi des passages où on doute, on peut se séparer, revenir. Enfin, je trouve ça très beau en fait. Moi, quand on a parlé justement de voilà, qu'est-ce que votre film d'amour fantastique préféré, moi tout de suite,
au-delà que Possession est un de mes films fantastiques préférés, c'est une histoire d'amour, et c'est ce que j'aime, c'est le côté torturé et pas simple, parce que l'amour, finalement, les premiers temps, on dirait que c'est autobiographique, les premiers temps sont toujours idylliques, mais très vite ça part en vrille, quoi. Très donc, vite, après on baise avec un monstre et on vomit un micro, quoi. Moi ça m'arrive tous les dimanches, quoi. Donc, ce qui est intéressant dans la vision de l'amour, c'est que c'est aussi un couple qui essaie d'exister dans une ville qui est complètement aliénée par le communisme, et qu'il y a une déshumanisation en fait au fur et à mesure. Surtout, on va pas révéler à la fin, mais ce qui se passe à la fin, avec une espèce de... Non, je ne peux pas le dire. Non, ne dis rien. Mais voilà, disons que c'est aussi sur l'uniformisation des mentalités et comment l'amour périt quand il ne se développe pas dans un environnement qui permet d'être soi. Voilà. Et alors, pareil, on parlait tout à l'heure de film. C'est pas forcément un film facile d'approche, parce qu'on vous dit film de monstre, mais globalement ça reste très auteur, mais il y a quand même des séquences assez marquées, fantastiques. Il y a quand même des apparitions. C'est pas un monstre suggéré, hein. Il est vraiment là, présent et tout. Il est assez surréaliste. Mais voilà, c'est un film qui est assez exigeant. Beaucoup de gens disent qu'il est hystérique, et c'est le cas, hein. Mais c'est une bonne hystérie. C'est pas la comédie française avec Christian Clavier où il va se mettre à hurler toutes les 5 minutes un jour à la visiteur. Non, c'est une bonne hystérie, une hystérie qui laisse à réfléchir, de mémoire, hein, donc vous m'en voudrez pas, hein, si je me trompe dans les détails, mais en fait avant de faire ce film, il était en train de réaliser un film de science-fiction sur le Globe d'Argent, voilà, qu'il n'a pas pu terminer, et suite à des pressions politiques entre autres, et donc tout l'aspect politisé du film sur la perte de l'identité ou autre, c'est vraiment un cri du cœur. C'est un peu son martyr. Oui, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que si je devais citer mon film d'amour préféré, mais pas fantastique, j'aurais cité un autre film de Zulawski, L'important c'est d'aimer, qui pour moi est un chef-d'œuvre quand on doit parler de l'amour, mais voilà, c'est pas fantastique, donc je l'ai écarté de facto. Mais tu vois, moi, je voulais parler de The Lovers de Tsuyark, qui est pour moi l'un des plus beaux films de tous les temps, mais qui n'est quasi pas fantastique. Voilà. J'y ai pensé aussi pour The Lovers, parce que je trouve un film super beau sur justement les relations. Incroyable. Et j'aurais aussi pu parler de Love Actually, mais là je suis un peu trop en écarté. Bon, on passe à Laurent. On passe à moi. Moi, je vais vous amener en 1947, aux côtés de Madame Muir, car nous allons parler de l'aventure de Madame Muir de Joseph Mankiewicz. De quoi que ça parle ? C'est l'histoire de Madame Muir, qui a une aventure. Madame Muir est une jeune veuve qui est donc avec sa petite fille, et qui, comme le voudrait la société anglaise de l'époque, devrait continuer à vivre avec sa belle famille, en l'occurrence avec sa belle-sœur et sa belle-mère, qui lui cassent un peu les bonbons, sauf que c'est une femme moderne et qu'elle a décidé de ne pas rester sous le joug de ces deux vieilles femmes, et elle s'en va. Elle a toujours rêvé d'avoir une maison sur la côte, donc elle prend sa fille sous le bras et elle va louer une maison en bord de mer. En bord de mer anglaise, tournée au Big Sur en Californie, donc la mer est beaucoup plus belle qu'elle ne l'est en vrai en Angleterre, là-bas, dans le film en tout cas. Paf, t'es les Anglais, bim. Non, mais la côte anglaise est belle, mais là, au début du film, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, en fait, c'est marrant parce que je voyais, dans mon souvenir, c'était moins beau que ça, les côtes anglaises, et en fait, oui, c'est tourné en Californie. Voilà, bref. Et donc, se baigne, hein, je pense que tu te baignes pas. Hein. Voilà. et donc, quand elle arrive là-bas, elle va voir un agent immobilier qui lui soumet plusieurs villas à louer, mais elle voit le papier d'une villa qui ne veut absolument pas lui présenter, et c'est dans ses prix, ça a l'air chouette, donc elle exige d'y aller. Le mec l'emmène contraint et forcé, et elle y emménage, et en fait, pourquoi cette villa n'est pas mise sur le marché ? Parce qu'elle est hantée. Voilà, elle n'est pas en forme de thé, hein, il y a un fantôme. Hein, tout à fait. Elle est hantée, et elle est hantée par le fantôme d'un vieux loup de mer qui avait décidé de finir ses jours dans cette ville et d'en faire un refuge de marins après sa mort, sauf qu'il est mort avant de pouvoir faire son testament. Et donc Madame Muir va s'installer avec sa fille dans cette maison, et tout de suite le fantôme va essayer de l'en déloger en étant très désagréable, sauf qu'elle ne s'en laisse pas compter vu que c'est une femme moderne et qu'elle ne va pas laisser les hommes lui marcher sur les pieds, et en fait va s'installer une relation très attachée entre ces deux personnes, qui va devenir qui va devenir de l'amour au moment où Madame Muir n'a plus assez d'argent pour se payer la villa, et du coup le vieux loup de mer va lui dicter ses mémoires qu'elle va pouvoir ensuite publier comme si c'était elle qui les avait écrites, et ainsi faire rentrer un peu d'argent. Sauf que en écrivant ses mémoires, en allant les publier, elle rencontre chez un éditeur un auteur de livres pour enfants qui s'entiche d'elle,
elle. Du coup, elle est face à un dilemme, un amour physique d'un homme qui existe vraiment, ou à l'amour, on va dire, platonique forcément, d'un fantôme qui la passionne. Ça m'arrive tout le temps, ça. Voilà. Et qui même littéralement représente tout ce qu'elle cherche elle-même dans la vie. Exactement. Le poisson. L'aventure, l'aventure, l'évasion, etc. Et elle fait le choix. Elle fait le choix de céder au vivant. Le mort fait le choix dans une scène absolument déchirante et sublime lorsqu'elle dort la nuit de s'effacer, de disparaître, de la laisser vivre sa vie de vivante. Donc en fait, dans son sommeil, il lui explique que tout ce qu'ils ont partagé n'était qu'un rêve, et il s'efface dans un des plus beaux fondus enchaînés, effets spéciaux fondus enchaînés que j'ai jamais vu. Qui est celui du film d'ailleurs. Qui est d'ailleurs le seul du film. Ouais. Voilà, ouais, et c'est le seul effet spécial du film, et c'est magnifique, c'est extrêmement touchant après un dialogue où il lui parle de tout ce qu'ils auraient pu partager comme aventure à l'autre bout du monde. Voilà. Et ensuite, Madame Muir va essayer de faire sa vie avec le vivant, qui va s'avérer être un fiefé connard, et elle finira vieille fille. Voilà. Et elle ouvrira une discothèque aussi, hein. Ça tu l'as pas raconté ça. Elle finira vieille fille, et c'est seulement à sa mort, très très vieille, que le fantôme du capitaine viendra la chercher, et à ce moment-là il la prendra dans ses mains, elle aura rajeuni, et ils vont partir dans un plan de fin là aussi sublime. Voilà. C'est un très beau film. Parce que c'est à la fois d'une simplicité désarmante dans le dispositif, surtout pour du Mankiewicz, qui est quand même un cinéaste qui s'est révélé plutôt adepte un peu des enchâssements narratifs. Il a beaucoup joué. Il a été un des cinéastes assez connus pour jouer sur le flashback comme un argument dramatique. Là, c'est un des seuls films qu'il n'a pas écrit, alors qu'il a quand même eu plus tard 2 Oscars, à la fois meilleur scénariste et meilleur réalisateur pour Ève, et le premier pour je ne me rappelle plus. Je vais donc compulser mes notes. Chaîne conjugale, voilà, bien sûr. C'est quoi ce cri ? Voilà. Et là, pour le coup, c'est pas lui qui a écrit le film, c'est Philippe Dune qui avait participé à Quelle était verte ma vallée de John Ford. Pourtant, dans la pétulance des dialogues, on retrouve vraiment Mankiewicz, qui est un cinéaste du dialogue. D'ailleurs, c'est Coursaudon et Tavernier, dans leur livre indispensable 50 ans de cinéma américain, qui avait dit si le cinéma parlant n'existait pas, Mankiewicz l'aurait inventé. En ça, Mankiewicz c'était presque un peu l'anti-Hitchcock. Hitchcock avait dit le cinéma est mort quand le parlant est arrivé, alors que Mankiewicz lui a fait du dialogue tout le moteur de l'action, ce qui n'empêche que ses films étaient très loin d'être chiants. Et celui-ci, les dialogues sont très pétulants, les acteurs sont excellents. Rex Harrison, c'est sûrement son meilleur rôle, voilà, d'ailleurs, tout à qui fait. joue le fantôme. Oui. Moi j'ai adoré ce personnage. C'est le seul, c'est pas le seul intérêt du film, mais c'est vrai que c'est quand même tout le centre du film, c'est quand il y a ce personnage. Donc toute la partie où il disparaît en fait. Oui. C'est vrai, oui, il faut. C'est un ventre mou quand même. C'est un ventre mou mais qui en même temps est. C'est marrant, ça fait partie de ces films où le défaut du film est finalement une qualité, dans le sens où on ressent ce qu'elle ressent. Oui. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on ressent la lassitude de mener une vie normale sans ce fantôme dans sa vie. Et puis Jane Tierney, qui est quand même juste, qui joue Madame Muir, qui est juste sublime, qui jouait dans Laura de Preminger, qui avait déjà joué pour Mankiewicz dans son premier film, Le Château du Dragon, je crois. Et elle est juste à tomber par terre. C'était une des plus belles femmes du monde à cette époque, et je pense qu'elle l'est encore. En tout cas, c'est un film qui est toujours assez moderne et qui est facile à regarder. Enfin, les dialogues sont pas du tout datés, je trouve. Non, puis c'est vrai que ça claque. Il y a une belle direction d'acteur. Il est toujours super efficace. Ouais. Moi, la scène de la cuisine entre la mère et la fille, quand elle parle, quand elle a grandi, celle-là, elle est ultra touchante. Quoi. En plus, les maquillages de vieillissement sont vraiment super beaux. Tout à fait. On y croit à fond. Et ça a été. Du coup, tu m'avais rappelé qu'il y avait eu un remake en série télé. Oui. Du coup, par curiosité, j'ai regardé quelques épisodes. Je t'avais dit de pas le faire. C'est assez fou. C'est-à-dire que dans les années 60, au début des années 60, il y a eu cette série télé de 2 saisons. 50 épisodes, je crois. Ouais. C'est exactement le même truc, sauf que là, en fait, le fantôme va rester. Il va y avoir plein d'aventures comiques. Voilà. Donc il y a des rires préenregistrés, c'est de la screwball comédie. C'est vraiment la mauvaise idée. Et alors, dans exactement les mêmes décors, c'est la même maison. C'est vraiment, ils ont repris tous les décors. C'est vraiment le principe de la sitcom, en fait. C'est super bizarre. C'est un film chez les fantômes. Et il me semble qu'il y avait aussi il y a un téléfilm aussi, remake qui a été fait après. En fait, qui tout bêtement était tiré d'un bouquin, parce qu'en fait, le film est tiré d'un livre d'une auteuse anglaise. Voilà. Auteur. Qui s'appelle une auto-tamponneuse, mais c'est pas une voilà. Son nom de plume, c'était R.A. Dick.
Elle s'appelait en fait Joséphine Amy Campbell Leslie. Voilà. Et son fait d'armes, c'est d'avoir écrit The Ghost and Mrs. Muir, qui donc, oui, a inspiré le téléfilm. Et Cyril, on t'entend pas trop là-dessus. Alors c'est un peu mieux que Rouge. C'était mon premier Mankiewicz, hein, donc je suis content de pouvoir dire. Comment ça c'est... Non, tu n'as pas vu Cléopâtre? Non, pas vu Cléopâtre. T'as pas vu La Comtesse aux pieds nus? Non plus. D'ailleurs, ça préfigure beaucoup La Comtesse aux pieds nus par la nostalgie. Mon premier Mankiewicz, c'était pas mal, mais étant, bon, les éditeurs le savent maintenant que je parle très vite, étant un peu hyper speed tout le temps, j'ai un déficit d'attention qu'on appelle de l'ADD, l'Attention Disorder Disease, et donc j'ai tendance à vite papillonner si jamais il n'y a pas faut pas que sur Fast and Furious non plus en mode tout le temps et tout, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, bien carré visuellement, c'est sublime, les cadres sont impeccables et tout. Il y a une nomination pour la photographie. Oui. Ouais, les cadres, c'est tous les cadres moi, qui m'ont marqué. Je me dis chaque fois c'est au cordeau, les panneaux sont c'est un très très beau film et tout, bien joué, mais c'est très classique. Mais 47 47 voilà, voilà. Mais aussi comme tu disais, je reviens que c'est très moderne, enfin voilà, c'est dans ce que ça raconte. Voilà. Ça avait lancé d'ailleurs une mode du film de fantôme fantastique romantique qui a, j'allais dire sévi, mais non, parce que c'était une très bonne chose, donc, qui était très à la mode dans les années 40 et qui du coup après sur la fin des années 40 a même touché milieu plutôt, a même touché l'Europe, et c'est comme ça qu'on a pu voir genre Sylvie et le fantôme, enfin voilà quoi. Est-ce qu'on aurait des films qu'on aurait d'autres films? Ouais, comme ça, pas forcément en rentrant dans le détail, mais tu penses à quelque chose en particulier? Parce que tu lances le truc. J'aurais espéré qu'elle nous dise moi personnellement, j'aurais aimé parler de The Lovers, mais pas suffisamment fantastique. Bonne question. Quel film d'amour non fantastique, justement, vous avez écarté parce qu'il n'était pas fantastique, vous auriez mis dans ce... Moi, The Lovers. Véronique? Pas fantastique, je vois pas. Mais par contre, j'aurais bien pris Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que j'aime bien aussi sur la même. Qui est pareil, sur un film d'amour qui est un film d'amour contrarié où tout n'est pas simple. Voilà quoi. C'est pas voilà. Et toi, moi alors en fantastique, j'aurais pris un choix qui a failli prendre Xavier et Memento Mori. Super beau film coréen. Film coréen, Whispering Corridor 2, puisque en fait c'est un film qui s'inscrit dans une espèce de franchise à la Ju-on ou à aucun film se ressemble en fait. Voilà, sauf que là, d'un coup, toujours dans des lycées. Voilà. Sauf que là, d'un coup, on a un chef-d'œuvre impressionniste, limite nouvelle vague, sorti en salle en France. Tout à fait. Et ensuite en DVD collector chez CTV et une musique. Voilà, sublime. Et on la met souvent dans la playlist du PIF, mais il y a le thème de Memento Mori qui tourne. Et donc c'est l'histoire d'amour de deux adolescentes qui tournent à l'obsession. Enfin, c'est sublime. Ah tiens. Oui. J'ai un film non fantastique que j'aurais mis, ça s'appelle Fucking Hamal, un film de Lucas Moodysson en fait, qui est un réalisateur suédois, je crois, qui a fait des films comme Lydia Forever, des choses comme ça. Voilà. Et c'est un film, c'est une relation homosexuelle entre deux jeunes filles à l'école, une des deux qui est carrément, elle sait qu'elle est lesbienne, l'autre qui va le découvrir et tout. Et forcément, les élèves et tout sont pas forcément cool avec les deux, quoi. Et c'est un très beau film sur les premiers émois amoureux et sur la découverte de sa sexualité. Et c'est un film assez touchant, donc Fucking Hamal, qui d'ailleurs s'appelle aux États-Unis parce qu'ils sont pas cons, Show Me Love, parce qu'il y a la chanson de Robin S qui clôt le film. Ils se sont dit Fucking Hamal, ça va peut-être mal passé aux US, donc la suite s'appelle Show Me Love. Pas fantastique, même si le film a un décorum très riche. Vous allez me taper dessus, mais j'adore ce film, c'est Moulin Rouge. Ouais. Ah, j'adore ce film aussi. Je déteste. Voilà, j'ai dû le voir 3-4 fois aussi. Je comprends pas. Je pleure au bout de 15 minutes. Ah ouais, j'ai pareil. On le rend dans mes bras. La scène dans l'éléphant. Au début, quand ils vont monter la voix, une scène dans les. Oui, je parlais de zoophilie tout à l'heure. Non, là, c'est pas l'éléphant qui est dans, c'est eux qui sont dans l'éléphant. Avec la scène de S Ventura 2 dans le rhinocéros. Voilà, c'est dans l'éléphant. Film de Steve Burkirk. Bon, c'est beau tout cet amour. Allez, on finit en musique avec Cyril. Alors Cyril, de quel BO tu vas nous parler aujourd'hui? Alors avant de parler de vous faire écouter un morceau comme la dernière fois, je vais vous parler d'une sortie d'un film, d'une musique, d'un film qui n'est pas forcément très 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 vieux, qui s'appelle Attack the Block. Un film sorti en 2011, réalisé par Joe Cornick, un film anglais. Produit sur la houlette, si je me trompe pas, Laurent, de Edgar Wright, de pas mal de gens c'était une sorte de petit protégé, voilà quoi et tout. Et la musique, elle est assez excellente parce qu'en fait c'est la rencontre de deux univers en fait. C'est à la fois donc Stephen Price qui avait beaucoup bossé avec Edgar Wright avant, qui avait fait les musiques de je crois de Dernier bar avant la fin du monde, et qui avait fait la musique de Gravity pour Alfonso Cuarón, et surtout d'un duo Felix Buxton et Simon Radcliffe qui sont en fait le duo derrière le groupe électro anglais Basement Jaxx. Excellent groupe. Un excellent groupe, et du coup la BO elle est assez mortelle, assez variée, c'est-à-dire que c'est pas genre très
avec du gros beat qui fait bien mal et tout, quoi. Et c'est sorti chez I Am Shark en vinyle récemment. Donc je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Déjà d'écouter voilà, et si vous voulez, c'est une édition limitée. Donc si vous êtes fan de la musique comme moi, j'attends depuis des années que ça sorte en vinyle. Enfin des années, c'est 2011, donc c'est pas si vieux que ça. Donc je peux que vous conseiller de vous jeter sur cette sortie. Excellent film. Voilà. Et le film est excellent, et ça peut-être qu'un jour on en reparlera. Voilà, surtout si on aime les beats qui font bien mal. C'est d'ailleurs le film qui a révélé John Boyega, qu'on a vu dans les Star Wars récemment. Le morceau de cette semaine, de ce nouveau Pifcast. Alors, on va aller un peu plus loin que la dernière fois. La dernière fois, c'était Lost River, donc un film très très récent. Là, on va aller en 1986. On va aller à la deuxième suite d'un classique du cinéma fantastique qui s'appelle Psychose. Donc là, c'est Psychose numéro 3, qui a la particularité d'être avoir été réalisé par Anthony Perkins, qui est donc le grand Norman Bates du premier Psychose, qui du coup réalise cette deuxième suite. Et la musique, on la doit à Carter Burwell. Alors Carter Burwell, c'est pas un petit nouveau, c'est le musicien attitré des frères Cohen, pour ceux qui suivent un petit peu, quoi. Et ça, c'est ce morceau-là qu'il a fait, qu'on écoutera dans quelques secondes. Et cette composition qu'il a fait pour ce film-là, c'est sa deuxième composition. C'est-à-dire qu'il avait fait juste avant Blood Simple, et là, c'est la deuxième composition qu'il fit, donc voilà. Joli, ouais. Tu as bien mis ton place. Juste pour info, Carter Burwell, donc les frères Cohen, mais c'est aussi lui qui a fait la musique des Max et les Maximons, par exemple dans les films récents, et c'est devenu depuis peu un habitué d'un mec qui d'ailleurs je trouve copie beaucoup les frères Cohen, qui est Martin McDonagh, qui a fait donc In Bruges, Seven Psychopaths et Three Billboards, et donc c'est aussi Carter Burwell qui fait la musique de Three Billboards, qui en ce moment est dans les salles et tout. Donc on va écouter un morceau très joli qui est au début du film, c'est d'ailleurs je crois la seconde plage de la BO, qui s'appelle Marine in the Desert. Vous pouvez trouver cette BO uniquement en vinyle. Je crois pas qu'il y ait de CD qui existe. Alors peut-être que je dis des grosses bêtises, mais vous pouvez trouver sur Discog, c'est MCL Records qui a sorti ça, la BO d'origine. Et vous pouvez pareil jeter un petit coup d'œil. Je pense que sur YouTube il doit y avoir les morceaux. Et donc, est-ce que d'ailleurs ici, est-ce que je commence à parler, est-ce que vous avez déjà vu ce film, écouté cette musique, je ne sais pas quoi. J'avais été très déçu parce que moi au départ j'adore Psychose Phase 3. Voilà, qui en fait n'a rien à voir avec les Psychoses, qui est un retitrage abusif de je ne sais plus le titre de ce film. Je ne sais plus, en plus on l'avait édité chez Neo Publishing. De Richard Marquand. Avec le chat. Oui, c'est ça. On avait fait la jaquette avec la main, le chat. Très bien, avec une histoire d'héritage et de le chanteur d'Ewu dedans, il me semble. Et donc réalisé par Richard Marquand, réalisateur du Retour du Jedi quand même. Voilà, et donc du coup non, j'ai pas vu Psychose 3 parce que moi j'adorais Psychose Phase 3 quand j'étais petit. Il y a eu des Psychose 4 et 5, je crois, non, il y a ça. Il y a eu un téléfilm 4 réalisé par Mick Garris. Ouais, ah oui, exact. Le fossoyeur de Sega. Donc voilà, voilà, on va écouter dans pas longtemps. Avant de lancer le morceau, on va dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. Et aimez-vous. Hein, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et rendez-vous dans 2 semaines.